Laurine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'effet de levier expliqué à ma coiffeuse. Et hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode pour vous raconter ma petite anecdote de discussion que j'ai eue avec ma coiffeuse. C'est la coiffeuse qui me fait les couleurs et j'avais très envie de vous partager la discussion parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde et ça va vous faire réfléchir sur l'effet de levier. Attention, je vous dis tout de suite, je sais que parmi vous, il y en a plein qui vont se dire « Non mais c'est bon, moi j'ai compris l'effet de levier ». En réalité, à chaque fois que vous avez envie de mettre du cash dans un projet, c'est qu'en général, vous n'avez pas tout à fait compris l'effet de levier. Okay ? Donc, tant que vous n'avez pas complètement compris qu'il ne faut jamais mettre du cash, à ce moment-là, vous avez encore besoin de réviser votre notion d'effet de levier. Donc, vous savez que l'effet de levier, c'est cette notion que l'on utilise pour dire que plus on emprunte, ça nous permet d'utiliser de l'argent que l'on n'a pas, donc c'est l'argent de la banque, et ça permet finalement de soulever plus lourd en termes d'investissement immobilier et donc de s'enrichir plus vite. Voilà, ça c'est un peu la base de l'effet de levier. Et donc, c'est comme si vous utilisiez un bâton, parce que je ne sais pas si vous avez l'image du bâton par rapport à l'effet de levier. Parce que l'effet de levier, souvent, il est expliqué en physique, de telle sorte à ce que vous savez, vous avez un bâton qui est posé sur un caillou, et plus votre bâton va être long, plus vous aurez de force pour soulever ce qu'il y a derrière le caillou. Bon, j'ai du mal à l'expliquer avec des mots, mais en gros, le fait d'utiliser, je ne sais pas si vous voyez, une sorte de clé, de bâton pour pousser fort, plus votre bâton va être long, supposons évidemment qu'il ne se casse pas, votre pauvre bâton, mais plus votre bâton va être long, plus vous aurez de puissance. Ok ? Et donc, l'effet de levier, en réalité, c'est le fait que ce bâton soit très long. Donc, au lieu d'utiliser votre force qui est limitée, la force de votre bras, elle est limitée, d'accord ? Et donc, c'est exactement, la force de votre bras, c'est l'équivalent de votre cash. Il est limité. On a le cash qu'on a dans son compte en banque. Okay, on ne peut pas l'augmenter comme ça d'un claquement de doigts. Donc notre force, notre cash, il est limité. Alors que la longueur du bâton, celui-là, il est illimité dans le sens où plus vous allez emprunter de l'argent à la banque, plus ce bras va être long et donc vous allez pouvoir soulever du lourd. Ok ? Et c'est cette notion que j'ai essayé d'expliquer très récemment à ma coiffeuse lors d'une discussion. Alors il faut savoir que ma coiffeuse, je l'adore. Elle est hyper intelligente. C'est une entrepreneuse à succès qui en plus, je trouve, elle a une approche unique. Elle fait en plus de la coloration 100% naturelle. Bref, je l'adore. Et j'ai discuté avec elle parce que, voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je vais toujours chez la même. Et un jour, elle a découvert que j'avais un podcast et des réseaux sociaux, un compte Instagram, etc. Et elle est allée regarder. Et elle a compris que, du coup, j'étais dans l'immobilier. Et là, la dernière fois que j'y suis allée, elle m'a dit « Mais j'avais une question à vous poser parce que voilà, je vous explique. Avec mon mari, on a terminé de rembourser notre maison. C'est une super maison qui est vraiment chouette, qui est bien placée. Il faut savoir que nous, on est près de la frontière luxembourgeoise, donc c'est en fait tout ce qui se rapproche du Luxembourg vaut très cher. C'est la spécificité, on va dire, de la Moselle qui est notre département. Et donc, plus ça se rapproche du Luxembourg, plus ça vaut cher. Et donc, ils ont une belle maison près de la frontière du Luxembourg, donc qui est très belle. On va dire que j'ai fait pour mes exercices une estimation à 300 000 €. Ok, mais bon, je pense qu'elle vaut plus, mais je ne sais pas. Mais disons que c'est une maison qui vaut 300 000 €. Et elle me dit, voilà, elle est trop grande pour nous, cette maison. Donc, on aimerait bien racheter, mais plus petit. Parce que voilà, nos enfants sont grands, donc on aimerait bien racheter une maison plus petite.
Et d'ailleurs, il y a un terrain en face, bref, où on veut construire une nouvelle maison, plus petite, qui sera plus pratique, de plein pied, pour nos vieux jours. Bon, elle est encore jeune, mais voilà, elle se projette déjà à se dire, on va racheter un peu plus petit. Elle doit avoir 45 ans, on va dire. Je sais pas en vrai. Et donc, je lui pose la question, mais du coup, enfin, c'est elle qui me pose la question, pardon. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu me conseilles elle me vous voit, est-ce que vous me conseillez de vendre ma première maison pour, imaginons qu'elle vaut 300 000 euros, cette première maison, et je réinjecte ces 300 000 euros dans ma nouvelle maison, plus petite, comme ça, c'est génial, je rachète une maison qui ne me coûte rien parce que j'aurai rien à mettre tous les mois de ma poche. Ou est-ce que c'est plus intelligent de garder ma maison, ma première maison, de la mettre en location et d'emprunter pour cette deuxième maison que je vais acheter. La question, elle est excellente. La question, elle est excellente. Elle me pose cette question parce que elle a compris, en regardant un peu les contenus, en se disant, mais il doit y avoir un truc. Il faut savoir qu'elle n'a pas du tout la culture de l'investissement immobilier. Évidemment, si jamais c'est l'un de vous qui est hyper ambitieux dans l'investissement locatif, je lui dirais, la bonne idée, c'est soit de vous mettre en location, de vendre la maison, d'avoir plein de cash et d'enchaîner les investissements locatifs. Mais évidemment, ce n'était pas du tout l'optique de la personne que j'avais en face. La personne que j'avais en face, c'était quelqu'un qui ne se voyait pas du tout investir en immobilier locatif et d'enchaîner des investissements, acheter des immeubles, etc. Elle était plus dans une optique, j'ai envie de faire quand même les choses intelligemment, mais je ne me vois pas acheter des immeubles, je ne me vois pas acheter des appartements, les mettre en location, etc. Je veux juste rester sur mes maisons et c'est tout, ça me suffit. Donc ça, j'ai bien pris en compte. Et lors de cette discussion, j'ai donc réfléchi à comment lui expliquer les choses simplement pour essayer qu'on voit ensemble quel est le scénario le plus avantageux. Donc le scénario 1, c'est de vendre cette première maison à 300 000 euros et de racheter cash la deuxième maison à 300 000 euros. Et ça me fait donc, entre guillemets, 0 € par mois à débourser pour vivre dans cette maison. Donc le scénario, il est tout simple. Le scénario 2, ce serait donc de mettre cette première maison en location. On va estimer cette mise en location à 1 500 € par mois, parce que c'est quand même une grande maison pour une famille avec 2 enfants, proche de la frontière de Luxembourg. Donc concrètement, c'est pas donné. 1 500 €, ça me paraît raisonnable, comme loyer. Et à côté de ça, elle va devoir donc emprunter 300 000 € pour la deuxième maison. 300 000 € pour une deuxième maison, ça va faire 1 800 € de mensualité. Grosso modo, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai regardé rapidement sur Meilleur Taux. Sur le simulateur, moi j'utilise toujours le simulateur de Meilleur Taux. Voilà, donc 1 800 € par mois de crédit pour la deuxième maison, mais de l'autre côté, elle va toucher 1 500 € de la première maison de loyer. Ça va donc l'aider en partie à rembourser la nouvelle maison qu'elle va acheter. Mais évidemment, ça va être du cash flow négatif. Tout simplement parce que, en général, une grande maison comme ça, elle vaut plus à la vente qu'à la location. C'est simple parce que c'est pas le bien le plus rentable à louer. On n'est pas sur un immeuble découpé ou une colocation. Bref, là, on est en mode investissement pépère, cash flow négatif. Donc, la première maison, louée à 1 500 €, le crédit de la deuxième maison à 1 800 €, j'ai considéré un effort d'épargne de 700 € par mois. Donc, on reprend les chiffres pour que vous arriviez à suivre. Elle achète donc une deuxième maison qui va lui coûter 1 800 € de crédit tous les mois. La première maison lui rapporte 1 500 € de loyer. Sauf que la première maison, il va y avoir encore des charges dessus. Okay ? Et ces charges, moi, je les ai évaluées grosso modo à 400 €. Donc, elle a 400 € par mois de charges sur la première maison, plus 300 € par mois de surplus par rapport au fait qu'elle ait contracté un crédit pour la deuxième maison. Donc, ça fait qu'elle devra sortir de sa poche tous les mois 700 €. Donc, en termes de qualité de vie, c'est sûr que ça baisse en cash flow.
elle a un cash flow négatif de moins 700 € tous les mois. Évidemment parce que c'est un projet qui n'est pas hyper rentable, mais c'est comme ça. Dans ce scénario, on a envie de travailler sur ce scénario peu rentable. Et donc, elle va faire un effort d'épargne de 700 € tous les mois. Il s'avère qu'elle peut se le permettre. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Ce que je lui ai dit, c'est que dans le premier scénario, la maison ne vous coûte rien parce que vous l'avez payée cash, mais vous ne touchez rien en plus et à la fin, vous avez une maison. Dans le deuxième scénario, vous aurez donc mis pendant 20 ans 700 € par mois, mais à la fin, vous avez 2 maisons. Maintenant, comment on évalue la différence ? La première maison, sachez qu'au bout de 20 ans, grosso modo, j'ai regardé un petit peu, on peut compter sur le doublement du prix de la maison. Donc, la maison qui valait 300 000 €, au bout de 20 ans, elle en vaut 600 000. D'accord ? Là, je parle en euros, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation du prix de l'immobilier. Donc, ça fait 600 000 €. Si jamais elle a donc gardé les 2 maisons, certes, elle aura dû mettre 700 € de la poche tous les mois, qui, si jamais elle n'avait pas eu à les mettre, elle les aurait peut-être placés. En les ayant placés, donc j'ai regardé rapidement, si elle avait placé ces 700 € par mois, elle aurait, à la fin, au bout de 20 ans, 225 000 € si à chaque fois elle plaçait ces 700 € à 3% d'intérêt, donc sur un livret A ou sur des livrets assez sécurisés. Donc, à 3%, elle aurait 225 000 € de capital au final, en ayant mis cet argent de côté, plutôt que dans le scénario 1. Alors que dans le scénario 2, les 700 € par mois, elle n'a pas pu les mettre de côté vu qu'elle a dû les injecter à chaque fois dans les charges de sa première maison. Et la différence par rapport à la mensualité. Mais à la fin, c'est ce que je lui ai dit, c'est qu'à la fin, pendant 20 ans, vous avez 2 maisons. Donc au lieu d'avoir un patrimoine à 600 000 € de une maison, plus les 225 000 € d'argent qu'elle aurait pu mettre de côté avec quelques intérêts, donc ça lui fait 825 000 € de patrimoine, alors que dans le deuxième scénario, elle a 2 maisons à 600 000 €, ce qui lui fait 1 200 000 € de patrimoine. Donc la différence, elle est quand même pas négligeable, il y a presque 400 000 € de différence, c'est-à-dire que oui, il y a eu un effort d'épargne derrière, mais cet effort d'épargne, en fait, c'est comme si elle avait une sorte de réduction d'effort, c'est-à-dire que au lieu de mettre 700 € par mois de côté, pour avoir la même somme, elle aurait dû mettre 1 900 € par mois de côté. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même sur un investissement qui est finalement peu rentable, parce que cette première maison, là, théoriquement, dans les hypothèses de la mettre en location à 1 500 € par mois, alors qu'elle a une valeur de 300 000 €, c'est comme si c'était du 6% brut. C'est pas terrible comme investissement locatif, c'est pas dingue. Mais même si vous faites des investissements locatifs qui sont entre guillemets pas terribles et que vous faites de l'effet de levier, vous allez plus vous enrichir que si jamais vous évitez au maximum les crédits. Voilà, je sais pas si ça vous a fait du bien cet épisode, ça vous a fait réfléchir. C'est intéressant, moi je trouve, moi j'aime bien les épisodes où il y a un peu des calculs, même chez les autres personnes que j'écoute en investissement. Ça vous permet de vous rendre compte que, voilà, dans le scénario 1, j'étais en mode je veux pas de crédit, surtout pas, mais au final, j'ai qu'une maison à 600 000 qui a doublé de valeur en 20 ans, c'est très bien, qui ne m'a pas coûté dans le sens où j'avais pas de charges et de frais d'une maison précédente à gérer. Mais dans le deuxième cas, à la fin, je me retrouve avec 2 maisons à 600 000 €, donc 1 200 000 de patrimoine, et j'ai dû faire un effort d'épargne de 700 € par mois. Et ce qu'on a vu, c'est que la différence, c'est que pour avoir eu la même création de valeur, au lieu de mettre 700 € par mois, j'aurais dû mettre 1 950 € de côté. 1 900 € de côté tous les mois pour avoir la même richesse. Donc voilà. C'est comme si finalement, quand vous prenez cette décision, vous perdez 1 200 € par mois. Voilà. Si vous prenez la décision 1, vous perdez l'opportunité de gagner 1 200 € par mois en plus de patrimoine créé. Mais comme vous le voyez, l'une des choses qui peut pousser les gens à vouloir ne pas emprunter,
c'est la problématique du cash flow négatif, parce que c'est sûr que 700 € par mois en moins, c'est pénible. C'est pénible, je ne peux pas dire le contraire en termes de cash flow. Et ça, c'est lié au fait que l'investissement numéro 1, ce n'est pas le plus intéressant en termes de rentabilité. Parce que 6% de rentabilité brute pour un investissement locatif, ça fait du cash flow négatif. Voilà, en tout cas, la morale de l'histoire, c'est que rappelez-vous que même si vous n'êtes pas le plus rentable du monde, l'effet de levier vous aide à créer du patrimoine, à vous enrichir sur le long terme. Et c'est sûr que sur le court terme, si vous n'avez pas des très bonnes rentas, ça décourage un peu d'avoir du cash flow négatif. J'espère que cet épisode vous a fait du bien. Juste avant de conclure, j'ai envie de reprendre le rituel de lire les commentaires des épisodes de podcast. Parce que oui, c'est super important pour moi d'avoir vos commentaires. Et j'ai envie de remercier chaleureusement Astrid qui a écrit « Excellent podcast d'investissement IMO ». Un grand merci à Dorine pour ce podcast qui donne de précieux conseils pour investir dans les immeubles avec travaux. Elle donne de précieuses infos sur la manière de procéder et les optimisations possibles, mais aussi sur l'état d'esprit à adopter pour se lancer. Les intervenants sont passionnés et savent de quoi ils parlent, un véritable boost, bravo. Alors merci beaucoup Astrid d'avoir fait cet effort. Je vous encourage actuellement vraiment de faire un effort pour mettre des notes 5 étoiles sur le podcast si vous l'aimez et de mettre un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez également mettre des commentaires maintenant sur Spotify au niveau des épisodes. Alors je trouve ça plus délicat de les lire parce que du coup c'est souvent des commentaires liés à un épisode. Alors bon, je vais voir comment je vais faire, mais en tout cas n'hésitez pas, même sur Spotify vous pouvez mettre des commentaires. Je les lirai aussi, je pense, à un moment donné, s'ils sont généraux et que j'arrive à les mettre dans un contexte. Voilà. Donc voilà, merci à vous pour cette écoute jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.